Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de temps et d'attente. En français, on parle d'attente au singulier quand on parle du fait de patienter, le temps qui passe avant l'arrivée ou la réalisation de quelque chose. Par exemple, je peux attendre la livraison d'un colis ou je peux attendre dans la salle d'attente pour un rendez-vous médical. Ou encore, je peux attendre que le mec du fournisseur d'accès à Internet passe entre 8 heures et 17 heures. Et personne ne peut te donner un horaire plus précis. Je pense qu'on a tous vécu ce genre de situation où tu es coincé à la maison toute la journée. En anglais, on utilise généralement le verbe to wait pour ces situations. Mais ces choses qu'on attend, on sait généralement qu'elles vont arriver. Il y a un degré de confiance et de certitude dans leur réalisation, si on fait preuve de patience. On s'attend à ce qu'elles arrivent. Et là, c'est le verbe s'attendre à, verbe pronominal, qui est traduit en anglais par to expect. En français, quand on utilise le mot attente au pluriel, ça signifie généralement expectations, des attentes, les attentes. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça dans un podcast sur l'apprentissage du français? Eh bien parce que nous avons généralement des attentes élevées, peut-être trop élevées quand ça concerne l'apprentissage des langues. Ce sont des mots qui sont souvent associés, des attentes élevées, high expectations. Parfois des attentes irréalistes, notamment car elles sont encouragées par le marketing de certaines applications, de programmes et ou d'influenceurs, influenceuses qui promettent la fluidité en un temps record ou qui nous font croire que les interactions avec un hibou vert nommé Duo ou une intelligence artificielle au discours dirigé par la probabilité que deux mots se suivent vont nous aider à maîtriser une langue dans la vie réelle et à nous sentir confiants au moment de la parler. Bienvenue dans la 6e saison de My Polyglot Life en français. Je suis Cathy Intro, coach de français certifié Neurolanguage et j'aide les apprenants de niveau intermédiaire et avancé à perfectionner leur français dans la joie et la bonne humeur et avec efficacité. Cet épisode est disponible sur YouTube et en version audio sur les plateformes de podcast. Il est accompagné d'une transcription. Tu peux aller sur mon site français.mypolyglotlife.com pour la trouver. En fait, nos attentes sont rarement alignées sur la réalité. On veut apprendre vite ou s'améliorer, mais on ne donne pas forcément la priorité aux activités qui nous permettraient de passer au niveau supérieur. Et après, on est déçu, c'est bien normal. Alors que si ça se trouve, c'est une expression pour dire peut-être, on a fait des progrès fantastiques en rapport au temps passé et à l'énergie dépensée. Compte tenu des efforts réalisés et des actions faites, on ne pouvait peut-être pas espérer mieux. Nos attentes étaient irréalistes. Donc, il n'y a pas lieu d'être déçu, on a juste fait du mieux qu'on pouvait. Alors certes, si tu as passé beaucoup de temps et fait beaucoup d'efforts et que tu ne progresses toujours pas, il y a sûrement un problème. Peut-être que ce que tu fais n'est pas efficace et tu pourrais te libérer du temps et te sentir mieux si tu changeais quelque chose. Et là, je te renvoie à l'épisode précédent pour évaluer si c'est le moment de modifier ta routine et tu peux réserver une consultation ponctuelle avec moi dans le cadre du French Fluency Framework pour faire le point sur ta situation et optimiser ton processus d'apprentissage si tu as besoin d'un petit coup de main. Une autre dimension liée au temps, c'est bien sûr le temps qui passe. Je parle du fait qu'on vieillit et que si on peut apprendre à tout âge, il faut parfois revoir nos attentes et accepter de progresser plus lentement ou en tout cas différemment. En effet, on n'apprend pas de la même façon quand on est étudiant à plein temps et quand on est un adulte ou quand on est retraité. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Tout d'abord, notre cerveau est plus plastique quand on est jeune. L'information circule plus vite et le boulot ou le travail presque à temps plein du cerveau à ce moment-là, c'est d'apprendre, de nous garder en vie et d'apprendre de nouvelles choses. Il crée chaque jour de nouvelles connexions. Alors une de plus, les connexions en langue étrangère, ou une de moins, ça fait pas vraiment de différence pour ton cerveau, il traite tout au même niveau et crée des connexions en permanence. Ensuite, quand on devient parent, en particulier quand on a porté un enfant, les effets sur le cerveau peuvent durer des mois et des mois.
le mommy brain est une réalité avec laquelle il faut composer. C'est temporaire, mais en tout cas, pendant ce temps-là, on doit revoir nos attentes quant à l'apprentissage des langues. Quant à l'apprentissage des langues, ça veut dire à propos de l'apprentissage des langues. Et quel que soit notre rôle dans la famille, notre cerveau, quand on est parent, doit désormais nous garder en vie, garder les petits en vie, s'occuper d'une famille, gagner de l'argent pour nourrir et habiller tout ce beau monde, gérer les conflits qui ne manquent pas d'arriver et apprendre une nouvelle langue. On comprend bien que dans ces circonstances, la grammaire parfaite n'est probablement pas une priorité. Ton cerveau a 15 000 autres choses à gérer. Donc je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut être réaliste et se dire que ça va prendre du temps et des stratégies pour optimiser les rares moments disponibles pour apprendre cette nouvelle compétence. La vie d'adulte responsable est complexe, avec énormément de sollicitations, de choses à s'occuper, de moments où on est juste fatigué, pas d'énergie, de charge mentale, etc. Donc notre cerveau fait ce qu'il peut, mais les informations qu'il retient dépendent de nos priorités. Si le français est une priorité, on doit se donner les moyens d'en faire l'acquisition plus vite. Si c'est un confort plutôt qu'une nécessité vitale, tu perdras moins d'énergie si tu alignes tes attentes sur la réalité et les circonstances de ta vie et travailles sereinement et tranquillement. Tu mettras peut-être plus de temps, mais l'apprentissage sera durable et tu feras ça dans une humeur positive. Pense à ça comme un placement sur un compte épargne qui rapporte 2% seulement, mais c'est garanti et les intérêts gagnés s'accumulent au fil des années. Comme on a le compound interest, les intérêts qui s'accumulent et qui fructifient année après année, sur la langue, c'est la même chose. Chaque petite chose que tu fais et qui est acquise durablement va se compléter, s'étoffer pour progressivement augmenter globalement ton niveau dans la langue. Et je dirais que si tu as un trouble de l'apprentissage, cette prise de conscience est encore plus importante. Avec les bonnes méthodes et de la sérénité, j'ai pu voir des progrès phénoménaux chez les personnes avec qui j'ai travaillé. Ils et elles doivent peut-être faire plus d'efforts que d'autres pendant une certaine période. Mais les apprentissages sont durables. Donc si on regarde à long terme, le résultat est le même, ou même meilleur, parce que la motivation et l'intention, l'engagement étaient là, que pour les personnes, disons, neurotypiques, qui ont peut-être suivi un chemin plus classique, mais si on regarde après 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a pas forcément de différence sur le niveau global de la langue, la fluidité, la richesse du vocabulaire, etc. Il y a 15 000 façons différentes d'arriver à un niveau avancé dans une langue et chacun a des manières différentes de s'exprimer, que ce soit dans notre langue maternelle ou étrangère. Donc on ne parle pas tous de la même manière, c'est normal, et on n'apprend pas tous de la même manière. Finalement, une autre chose à savoir aussi est que la vitesse de traitement de l'information par le cerveau diminue quand on vieillit, notamment car la mémoire de travail à court terme est moins performante et la matière grise qui permet aux informations de voyager à l'intérieur du cerveau diminue. Donc, les connexions ne se créent pas aussi rapidement à 40, 50, 60 ans qu'à 20 ans. Donc, il faut là aussi ajuster les attentes et utiliser d'autres atouts que seuls l'âge et l'expérience peuvent nous apporter. Et ça, c'est la bonne nouvelle. En effet, comme l'ont prouvé des études scientifiques, notamment une étude menée par le Laboratoire du vieillissement cognitif de l'Université de Genève, certaines compétences comme la reconnaissance des émotions, la compréhension du vocabulaire, mais aussi la régulation du stress, semblent atteindre leur sommet, leur maximum, entre 45 et 50 ans. Quand on a plus d'expérience de vie, on a affronté de nombreux défis et on a développé des stratégies et notre résilience. Et je sais que personnellement, pour moi et pour beaucoup d'autres personnes que je côtoie, quand on atteint un âge plus mature, disons 40, 50, etc., on commence aussi à accorder moins d'importance au regard des autres, à se détacher du jugement extérieur, et ça nous permet d'avancer avec plus de sérénité. Donc quand on vieillit, quand on apprend une langue à un âge plus mature, on a aussi beaucoup plus de connaissances de soi-même et de beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour apprendre une langue. On développe une intelligence beaucoup plus diverse et complexe.
Par exemple, quand tu cherches un nouveau travail, tu listes les compétences transférables sur ton CV. Eh bien, c'est pareil pour apprendre le français. Pour faciliter l'apprentissage, tu vas utiliser tout ce que tu peux dans l'ensemble de tes connaissances. Tu vas utiliser toutes tes compétences transférables. Tes compétences, tes expériences de vie, tu vas te servir de ça pour accélérer et optimiser ton apprentissage de la langue. Le français n'est pas quelque chose qui existe isolé du reste de ta vie et du reste de tes savoir-faire et de tes savoir-être, c'est-à-dire de la façon dont tu interagis avec les autres. Donc, pour éviter de te sentir dépassé, une chose que tu peux faire, c'est réduire tes priorités et te fixer des objectifs vraiment restreints, tout petits, pour concentrer tes efforts, canaliser ton attention et pouvoir célébrer tous les succès, même s'ils sont petits, ils vont s'accumuler les uns après les autres et ça va te garder de bonne humeur et tu vas voir les progrès. Et puis, dernière chose, avant de te quitter, rappelle-toi que le vieillissement du cerveau dépend principalement de la façon dont on l'utilise et de notre style de vie. Si on a une bonne hygiène de vie, qu'on pratique régulièrement une activité modérée, qu'on dort suffisamment et qu'on s'engage fréquemment dans des challenges cognitifs, comme apprendre une langue, faire du sudoku, des puzzles et autres casse-têtes en tout genre, alors nous pouvons repousser le déclin cognitif et la démence, en particulier si on maintient aussi des contacts sociaux. Et quand on y pense, quand tu apprends une langue étrangère, tu maintiens des contacts sociaux dans une langue qui présente un challenge, donc c'est vraiment tout bénef pour ton cerveau, tu vas le garder en bonne santé plus longtemps. Et même dans le cas des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, le fait de stimuler le cerveau autant que possible permet de ralentir l'évolution de la maladie. J'espère que ces petits trucs et astuces et ces réflexions sur comment apprendre le français, aligner ses attentes et ses objectifs vont être utiles pour toi. Et je profite qu'on parle de temps, d'attente, d'atteindre les objectifs pour faire un petit point prononciation avant de te quitter, parce que je sais que c'est un point qui pose souvent des problèmes. Je ne sais pas si tu vas entendre la différence, mais on va essayer. Les deux mots sur lesquels je voulais passer un peu plus de temps aujourd'hui sont attente, expectations, et atteinte, reach. Et voilà la phrase clé, l'atteinte de tes objectifs dépend de tes attentes. Si tu as des attentes réalistes, tu pourras atteindre tes objectifs. Tu pourras atteindre tes buts. Je t'invite à rejoindre l'espace membre Patreon pour accéder aux bonus de ce podcast. C'est une petite leçon de phonétique et de prononciation avec ces deux mots et les sons en et un. Et si tu écoutes ce podcast avec la vidéo, tu auras peut-être remarqué un des éléments qui permet de bien prononcer les mots et quand tu peux voir la personne de distinguer le en du un. Regarde les mouvements de ma bouche, de ma mâchoire. Et puis, peut-être que tu vas commencer à voir une différence physique dans la production du son entre ces deux sons, donc le en et le un. Finalement, une des choses que tu peux faire pour travailler en toute sérénité sur ta fluidité en français, c'est de rejoindre le club de conversation Salon de français de My Polyglot Life. Pour cette session de printemps 2025, nous allons nous servir des archives de mon podcast. Comme base, nous aborderons 6 thèmes différents lors de cette session de printemps. Remplis le formulaire en lien dans les notes de l'épisode. Pour postuler, le niveau va de B1 supérieur à B2. Et la prochaine fois, je démontrerai le mythe qu'il ne faut pas faire de pause dans un processus d'apprentissage des langues. Comme d'habitude, rien n'est tout noir ou tout blanc, et notre cerveau est bien plus complexe que ça. Donc, je vais te parler et t'expliquer pourquoi faire des pauses peut être bénéfique pour aussi relâcher la pression et te dire que tu as le droit de ne pas être à 100% tout le temps, mais que parfois, c'est plutôt bénéfique quand on fait des pauses. À très bientôt, ciao ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ce podcast, tu sais que tu peux m'aider beaucoup en mettant des reviews, des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, en le partageant avec tous les gens que tu connais autour de toi qui peuvent comprendre le français. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast pour recevoir les notifications, mais aussi à ma newsletter pour recevoir encore plus de conseils, de retours d'expérience, des cadeaux, des réductions et des informations sur mes programmes et services, et aussi tout simplement pour garder le contact. Ciao ciao!